Bonsoir à tous, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue dans votre émission Garde sur table. Garde sur table, c'est votre magazine qui vous analyse toutes les actualités qui se passent en République démocratique du Congo, aussi dans le monde entier. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous. Il est professeur d'Université de Kinshasa, à la faculté de droit, c'est bien José-Marie Tassouki. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Félix. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. Professeur, aujourd'hui nous allons parler de la formation du gouvernement. Il y a eu des consultations qui s'étaient déjà entamées et terminées même. Aujourd'hui on parle comment le profil, l'intérêt et aussi les priorités de ce gouvernement. Mais nous allons nous baser à la session extraordinaire qui a été convoquée au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce le moment de convoquer cette session extraordinaire qui a de ordre du jour la validation de mandat et aussi de l'investiture du gouvernement au moment où on ne connaît pas le ministre? Merci Félix. La question du moment, ce n'est pas vraiment ça la vraie question, parce que c'est une convocation, c'est une assemblée extraordinaire qui ne dépend pas d'un moment précis. On peut à tout moment convoquer les députés, venir en assemblée, en plénière, parce qu'il y a une question urgente. Donc les moments de convoquer l'assemblée ne posent aucun problème. Je crois même que la présidente de l'Assemblée nationale a bien dit que cette session va prendre 15 jours. 15 jours pour investir le gouvernement. 15 jours pour recevoir donc le programme de ce gouvernement et puis accepter les programmes et investir ce gouvernement. Mais quel gouvernement? C'est ça la question. Donc le problème du temps, c'est par rapport plutôt à la constitution du gouvernement et non par rapport à la convocation de l'Assemblée. Mais le temps aussi se pose parce que on se rend finalement compte que l'Assemblée, la plénière a été convoquée, la session a été convoquée bien avant la constitution du gouvernement. C'est là le problème des temps. Ah oui. Pourquoi mettre la charrue devant les bœufs? Pourquoi procéder à rebours? Pourquoi n'avoir pas attendu la session ordinaire au mois de septembre? Pas la session ordinaire, pourquoi n'avoir pas attendu la nomination ou la constitution du gouvernement? Mais on dirait que cette demande, c'est une demande du président de la République qui a formulé à la présidente de la session du Parlement. Déjà la session de septembre, c'est une session essentiellement budgétaire. En d'autres termes, c'est le gouvernement mis en place qui doit venir présenter les budgets. Alors, comme le chef de l'État a expressément demandé à la présidente de l'Assemblée nationale de convoquer cette session extraordinaire, ça veut dire que le chef de l'État sait que pendant cette session, il sera en mesure de nous donner un gouvernement. En d'autres termes, la pression ne se trouve pas sur les députés qui sont déjà en plénière, la pression se trouve plutôt sur celui qui doit nommer les gouvernements. Vous savez, lorsqu'on était étudiant, on pouvait aussi se faire pression, dire que, ben, écoutez, mon cours ici, je vais les préparer en telle date. Et je fixe déjà la date pour commencer à préparer les cours. Donc quand la date arrive, je dois lire les cours. Et lorsque le président de la République dit que convoquez-moi l'Assemblée plénière, convoquez-moi la session extraordinaire, il s'est mis lui-même la pression. En d'autres termes, personne n'exerce la pression sur lui, c'est à lui de nous donner les gouvernements. Maintenant, la question, s'il ne nous donne pas les gouvernements, comment on va les considérer? Comment on va les regarder? On va dire, la présidente de l'Assemblée a convoqué, parce que convoquer une session extraordinaire, ça demande de l'argent, des moyens, de l'État. Ah oui. Et les députés ont écourté leurs vacances pour rien, et ils sont là en train de, je dirais, de tourner les pouces. Il a tout intérêt, lui, le chef de l'État, à nommer ses gouvernements avant l'expiration du délai prévu pour la session extraordinaire. Sinon, tout le monde va constater que
respecté sa propre parole. En tant qu'analyste politique aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, croyez-vous qu'avant que puisse épuiser le 15 jours, allons-nous participer à un nouveau gouvernement? Vous savez, on peut facilement constituer un gouvernement si on a toute la liberté pour le faire. C'est-à-dire, vous êtes élu chef de l'État, vous avez votre propre majorité et vous connaissez un peu les différents experts ou les différentes têtes qui se trouvent dans votre parti politique, votre majorité, votre regroupement politique. Vous savez dire, pour ces postes, je prends tel. Ça veut dire qu'on peut même faire une consultation en une journée et on sort un gouvernement. Mais dans les cas d'espèce, il n'a pas toute la liberté. Il est dans la coalition. Je ne sais pas trop pourquoi il a accepté la coalition. La coalition dont lui-même il est le leader. Je ne sais pas. Il est dans la coalition, c'est vous qui dites c'est lui le leader. C'est lui qui est leader de la coalition, c'est ça. C'est vous qui dites ça. Il est dans la coalition, mais dans cette coalition, ce n'est pas lui qui détermine les jeux, qui donne le go. C'est pourquoi quand vous dites qu'il est leader, moi je suis hésitant parce que les FCC a son rythme. Les FCC doit attendre que Kabila présente la liste. Je crois que ça a été fait. J'ai suivi les coordonnateurs du FCC, M. Némi, qui a dit que pour eux, ils ont tout fini. Ils ne savent même plus comment changer les choses. En d'autres termes, à leur niveau, il n'y a plus de problème. Maintenant, la question, est-ce au niveau du cash? On a tout réglé. Ça, je ne sais pas. Il semblerait que l'UNC aussi a déjà fini. Tout réglé. Tout réglé. C'est plutôt les problèmes de l'UDPS et ses alliés. Donc, déjà, si au niveau de l'UDPS et alliés, on n'arrive pas à finir les négociations pour sortir une liste unique, comment vous allez dire que c'est lui le leader? Est-ce qu'il ne peut pas d'autorité décider, comme Kabila l'a fait là-bas, en présentant les critères? Voici les critères. Donnez-moi tel nom, et puis moi j'envoie. Mais lorsque ça, le problème se trouve au niveau des alliés de l'UDPS parce que tout a été déjà résolu. L'UDPS aura au moins 10 postes, l'UNC aura au moins 6, le reste 7 c'est pour les alliés de l'UDPS. Le niveau se pose au niveau des alliés, non pas du parti politique. Est-ce que allons-nous participer à une coalition qui va se dissoudre avec le temps? Parce qu'au moment où aujourd'hui le Premier ministre reçoit des listes, il y a certaines personnes qui ne répondent pas aux critères. Allons-nous participer à une coalition qui ne va pas avoir beaucoup de temps avec le temps? Une coalition est une alliance politique. Les alliances se font et se défont en politique. Ça, il faut le savoir. Il ne faut même pas être surpris s'il y a des groupes politiques qui quittent une coalition. Moi, ça ne me surprendrait pas. Mais le problème n'est pas vraiment celui-là. Le problème, c'est de savoir si on doit rester comme ça en train d'attendre un gouvernement alors qu'on a déjà organisé les élections. Parce que moi, quand je regarde ce gouvernement, j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition. On est en train de les constituer pour préparer les élections. Et à ce moment-là, chacun veut être là, parce qu'il veut aussi mettre son nez dans le travail de préparation des élections pour qu'il ne perde pas. Ou bien un gouvernement qui est constitué après une guerre. On a des rébellions ici, des rébellions là-bas, et on dit qu'il faudrait mettre tous les chefs de guerre ensemble pour que l'on gère les pays ensemble, comme ça la paix va revenir. Ça, c'est l'image que moi j'ai de ce gouvernement. Et pourtant, si c'est un gouvernement qui doit être constitué parce qu'il y a eu élection, mais celui qui a gagné, il décide. S'il a gagné l'élection... Ici, professeur, nous devons revenir que... fini. S'il a gagné l'élection présidentielle, mais il n'a pas la majorité parlementaire, c'est celui qui a la majorité parlementaire qui compose le gouvernement. Ça ne poserait aucun problème. Mais là, ça devient un gouvernement d'union nationale, un gouvernement de transition. Vous devez savoir qu'aujourd'hui, on parle d'une coalition, au lieu que nous puissions partir avec la cohabitation, le deux partis, c'est-à-dire les deux plateformes, il y a le FCC et l'UCAJ qui se sont mis d'accord pour diriger ensemble, c'est-à-dire mettre à côté leurs intérêts et autres
voir la chose d'ensemble. Parce que si que le président de la République accepterait qu'on puisse travailler dans une cohabitation, on aura une guerre au pays. Qui vous a dit ça? Non, mais pourquoi on veut nous faire croire que la cohabitation amènerait une guerre? Mais ça vient d'où? Alors que la cohabitation est préférable. C'est-à-dire pour vous, attendez, la cohabitation, ce qu'il dit pourrait mieux préférer la cohabitation que la coalition. La cohabitation est même constitutionnelle. Je dis bien constitutionnelle. Mais qui n'aide pas le pays à avancer. Mais qui vous a dit ça? C'est parce que les gens comprennent mal les règles des droits. Moi, je poserais peut-être une question. Quel est l'intérêt que le FCC a dans une coalition? Parce que le FCC a la majorité des députés. Le FCC peut constituer le gouvernement seul. Est-ce qu'il a intérêt à être dans une coalition? Non. Mais pourquoi le FCC a voulu la coalition? Et c'est une question que nos amis du cash auraient dû se poser. Maintenant, là, une autre question. Vous n'êtes pas majoritaire. Pourquoi vous entrez dans une coalition? Une coalition signifie que si chacun de nous reste dans son coin, personne ne va diriger le gouvernement. Nous devons nous mettre ensemble. Vous amenez vos députés, moi j'amène les miens, nous mettons tous ensemble nos députés et nous avons la majorité. C'est ça la coalition. Oui. Ça veut dire que si vous êtes seul, vous n'allez pas diriger. Mais le FCC reste seul, il dirige. Comment expliquez-vous que... Puisque le FCC a la majorité des députés, le FCC n'a pas besoin du cash pour diriger un gouvernement. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez bien, ils l'ont dit plusieurs fois. Et nous, on veut seulement diriger ensemble, on veut un grand ensemble. En fait, ce n'est pas ça les grands ensembles qu'on veut. On veut partager les responsabilités de l'échec. Si échec il y a. Et c'est ça le cash qui n'a pas compris ça. Bon, maintenant là, vous êtes en coalition. Regardez, on a mis combien de temps pour avoir les prémices? On a mis beaucoup de temps. Maintenant, il faut un gouvernement. On met encore beaucoup de temps pour ce gouvernement. Et on convoque même la session extraordinaire, mais il n'y a pas encore de gouvernement. Tout ça, c'est parce qu'on est dans une coalition. Une coalition artificielle. Alors que juridiquement, on aurait dû rester dans la cohabitation. Et avec la cohabitation, Tshisekedi aurait pu dire, voilà, je règne sans gouverner. Ceux qui gouvernent, c'est les FCC. J'attends que les FCC m'envoient la liste, les noms du Premier ministre, je nomme. J'attends que les FCC m'envoient la liste des ministres, je nomme. À ce moment-là, moi je règne, je supervise des choses et contrôle pour que ces députés-là, ces ministres-là, n'aillent pas au-delà de leurs limites. À ce moment-là, lui, le président de la République, contrôle les gouvernements et les gouvernements surveillent aussi les actions du chef de l'État. Ça va être bénéfique pour le peuple congolais. Bon, maintenant, là, vous vous mettez tous dans une coalition. Vous partagez les postes. Vous créez même des postes inutiles. Vous avez 65 ministères. Nous allons y arriver. Avec 65 ministères, c'est l'État qui va perdre davantage. Et vous allez vous mettre dans une sorte d'engrenage. Et vous devez vous supporter. Même lorsque l'autre là est en train de commettre des fautes, vous devez supporter la faute. Alors que si vous êtes dans la cohabitation, vous n'avez pas présenté tel ministre. S'il commet des erreurs, vous devez rappeler les choses à l'ordre et vous devez fonctionner de cette façon-là. C'est-à-dire, le président Félix-Antoine Tshisekedi devrait solliciter la cohabitation au lieu de la coalition. Parce que vous avez fait attendre ici une cohabitation qui devait lui-même être dans son coin pour mieux régner avec son pouvoir. Ne croyez-vous pas qu'il n'allait pas avoir la tâche facile devant la majorité parlementaire du FCC? Mon cher ami, dès lorsque vous comprenez la manière dont fonctionnent les institutions, vous avez dit que vous avez été élu, vous avez été proclamé juridiquement par une cour constitutionnelle, vous êtes président de la République, vous connaissez vos attributions constitutionnelles, vous devez aussi connaître les attributions constitutionnelles d'un gouvernement. Et que si le Premier ministre travaille, il n'est pas votre Premier ministre d'abord, il est le Premier ministre de la République. Vous faites votre travail de président de la République. C'est pourquoi moi j'ai dit, dans cette histoire-là, le cash aurait mieux fait d'accepter la cohabitation. Cohabitation et pas faire comme on est en train de faire
peur aux Congolais, la cohabitation va amener la guerre. La cohabitation n'amène pas la guerre. Dans la cohabitation, il y a un président de la République qui est là, qui a été élu, mais qui n'a pas malheureusement la majorité au Parlement. Et lorsque maintenant les lois doivent passer au Parlement, ce sont les députés de la majorité qui vont voter les lois. Les présidents de la République, on l'a vu même à un moment donné, en Belgique, les rois règnent sans gouverner. La loi arrive, la loi sur l'avortement, parce que ce n'est pas lui qui doit voter la loi. La loi sur l'avortement est votée au Parlement, mais c'est lui qui doit promulguer la loi. Et lui, dans ses convictions chrétiennes, il dit, mais moi je ne suis pas d'accord avec l'avortement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré du palais. Il a refusé de promulguer la loi en question. Et la loi est entrée en vigueur sans sa promulgation. Un peu comme pour dire, je n'ai pas les pouvoirs pour bloquer votre loi, mais je ne veux pas non plus la promulguer pour être moi aussi regardé comme étant auteur de cette loi. Je me retire, je laisse la loi entrer en vigueur, mais on ne verra pas ma signature là-bas. Vous comprenez? Donc, le chef de l'État n'est pas obligé d'avoir la majorité au Parlement. La Constitution l'a prévu. Donc, il y a possibilité de coalition, il y a possibilité de cohabitation. Dans les cas d'espèce, on aurait dû rester dans la cohabitation. Si on avait accepté la cohabitation, on aurait déjà eu le gouvernement. Si on aurait accepté la cohabitation, on allait avoir un gouvernement. Un gouvernement. Pas la guerre, mais un gouvernement. Un gouvernement, professeur. Un gouvernement de 65 ministres. Ici, beaucoup de nos citoyens congolais se posent la question pour savoir est-ce qu'ils ont d'abord mis l'intérêt du peuple en avant. 65 ministères, ce n'est pas trop. Avant les élections, lorsqu'on a eu les gouvernements de transition Badi Banga, puis les gouvernements de transition Tchibala, nos amis de l'UDPS criaient toujours. Hein. Ils sont allés à la mangeoire. La mangeoire, c'est-à-dire c'est partager de postes selon partager les postes. Leurs intérêts. Question maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre les gouvernements Tchibala ou les gouvernements Badi Banga et les gouvernements Ilunga ici? Quand vous regardez les nombres des postes, il n'y a pas de différence. C'est vrai, j'ai dit, moi, quand je regarde ces gouvernements, j'ai comme l'impression qu'il s'agit d'un gouvernement de transition. Un chef de l'État qui est élu, qui n'a aucun intérêt particulier sur un gouvernement, il ne voit que l'intérêt de l'État, il ne peut pas avoir un gouvernement de 65 ministres. Il faut regarder la taille du pays. Alors, à qui la faute? Mais la faute, c'est à la coalition, justement. Parce qu'il faut servir Cash. Dans Cash, il y a l'UNC, il y a l'UDPS, il y a les alliés de l'UDPS. Il faut servir les FCC. Là, c'est au-delà de 200. Là, c'est encore une mastodonte incroyable. Il faut servir tous ces gens-là. Vous allez voir un petit regroupement politique qui n'a que 2 ministres, et plutôt 2 députés, qui veut aussi avoir un ministre. Et puis on dit, bah, écoutez, il faut les principes de solidarité, les principes, tout ça, mais il faut satisfaire tous ces gens-là. Il faut créer des ministères, alors qu'il y a des ministères qui pouvaient être absorbés. Lorsqu'on entre dans un cas comme le nôtre, on est déjà dans les élections, on a fini avec les élections, on a un chef de l'État, on a un Premier ministre. Écoutez, mon cher ami, il faut réduire le nombre de ministres. Il ne faut pas avoir, par exemple, un EPSP et un SU à côté. Il faut mettre les deux ensemble. Vous allez peut-être avoir un EPSP, ministère près du président de la République, ministère près du Premier ministre. Là encore, quand vous regardez, c'est quoi? Les gens n'ont pas confiance entre eux. C'est-à-dire, là, on va parler que le politicien congolais, comme ils étaient dans une coalition, ils n'ont pas privilégié l'importance de la vie sociale du peuple congolais, mais il faut justement se satisfaire. C'est-à-dire, l'homme politique veut toujours se satisfaire. Parce que chaque ministre est là, qui est nommé, doit avoir directeur de cabinet, être pris en secrétariat général. Voilà, directeur de cabinet, tout un cabinet. Ah oui. Tout un cabinet. Quand vous multipliez par 65, vous voyez ce que ça donne. Chaque ministre doit être pris en charge par les gouvernements. Chaque directeur de cabinet doit être pris en charge par l'État. Et ainsi de suite. Vous allez voir, chaque cabinet aussi doit avoir des frais de fonctionnement. Ah oui. Et alors, vous regardez, vous dites, mais tout l'argent que le Congo produit sera mangé par les différents ministères.
Vous comprenez? Et pourquoi ne pas réduire, faire un cabinet des 22 ministères, par exemple, ou des 30 ministères? Il y a des ministères ici qu'on peut supprimer. C'est pour cela, vous voulez qu'on puisse, le président de la République, aller passer dans une cohabitation. Aujourd'hui, la coalition nous impose 65 ministères. Au moment s'il avait passé dans une cohabitation, on n'allait pas avoir... il allait, lui, déjà dire qu'on doit avoir moins de ministères. Mais parce que lui aussi, il est entré dans la coalition, il veut avoir des ministères. Il veut satisfaire aussi les membres de son parti politique. Il veut satisfaire ses alliés. Alors, où est la place du peuple? Mais le peuple n'est pas là dans tout ça. De toutes les façons, le peuple n'est pas là. Lorsque vous voulez lutter contre la pauvreté, vous n'allez pas créer beaucoup de ministères pour dilapider l'argent de l'État. Vous comprenez? Le peuple n'y est pour rien dans ça. Le peuple n'est même pas concerné. Au contraire, le peuple est victime dans ça. Parce qu'après, on va vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour supporter la gratuité de l'enseignement. Mais il y aura toujours l'argent pour les cabinets du ministère de l'EPSP. L'enseignement gratuit, il n'y aura pas d'argent, mais il y aura l'argent pour les cabinets de l'EPSP. Il n'y aura pas d'argent pour nos hôpitaux, mais il y aura toujours l'argent pour les différents ministères. Il n'y aura pas d'argent pour payer les fonctionnaires, mais il y aura toujours l'argent pour les cabinets ministériels. Ouais, tout ça, le peuple est totalement oublié parce qu'il faut maintenant satisfaire les différentes composantes qui sont dans la coalition. Une coalition que je qualifie d'infernale. Comment ça? Une coalition qui rend un mauvais service au peuple congolais. Une coalition qui ne va même pas produire plus que ce que nous attendons de la RDC. Vous allez voir, ce sera toujours les mêmes budgets, mais avec beaucoup de ministères. Des ministères qui vont avaler tout ce que nous... Est-ce qu'avec tout ce ministère, le président Félix Tshisekedi arriverait à respecter le slogan toujours utilisé, le peuple d'abord? Mais mon cher ami, j'ai déjà dit que le peuple est oublié lorsqu'on a construit ce gouvernement. Le peuple est oublié, il faut satisfaire les différentes composantes. Le peuple d'abord n'existe plus. On ne pourrait pas attendre, lors du fonctionnement de ministère, revoir comment ça va fonctionner. Non, mais moi je pense que lorsqu'on veut être très rigoureux en matière budgétaire, la première chose c'est réduire le nombre des ministères qui bouffent l'argent de l'État. Il faut réduire le nombre des ministères, il faut réduire le nombre de membres des cabinets. L'effectif des cabinets, il faut réduire les commissions qui sont dans les ministères, qui bouffent l'argent de l'État parfois. Professeur, on parlera aussi de la grandeur du pays. Il faut au moins avoir ces genres de ministères. Non, mais ce n'est pas que le pays, notre pays est grand, est vaste. Notre pays est grand, et heureusement que chaque province a son gouvernement provincial. Ah oui? Vous voyez déjà, on a des gouvernements qui s'occupent des provinces. On aurait dû justement, à partir de ces différents gouvernements provinciaux, trouver un bon prétexte pour dire, au niveau du gouvernement central, on doit avoir moins de ministères. Mais ici, on a encore davantage plus de ministères. Comme si on était en train de satisfaire tous les chefs de guerre. On ne sort pas d'une guerre maintenant. C'est ce qui fait même la guerre entre les politiciens aujourd'hui qui se battent. Oui, ils se battent. Vous allez voir que cette partage. On vous apprend ici des reniements à tout moment, tel ne doit plus être dans notre règlement politique. On l'a radié parce qu'on a compris que lui voulait avoir à lui seul les ministères. Quand on lui demande d'envoyer la liste des membres du parti politique ou du règlement qui doivent faire partie du gouvernement, on dit qu'il faut une liste de 3 noms. Il met les noms seulement de son parti politique, parfois même les noms des membres de sa famille biologique. C'est comme si les autres là, qui arrivent, qui sont dans les partis politiques, dans les règlements politiques, sont venus accompagner les leaders. Alors c'est une question que je voulais justement profiter et vous poser. Pourquoi quand il y a partage de postes, et surtout être ministre, le leader de parti se choisissent contre eux? Les jeunes sont oubliés, ceux qui ont combattu pour le parti, dont les oubliettes, c'est eux qui veulent toujours occuper de postes. Est-ce que ce n'est pas une façon de se faire chef pour être chef? Oui, moi je comprends ça comme ça. Tout est question de savoir si dans nos partis politiques il y a la vraie démocratie.
La vraie démocratie. Beaucoup ils ont des nominations, est-ce qu'il y en démocrates. A dans nos partis politiques? La vraie démocratie. La vraie démocratie aussi, est-ce que dans nos partis politiques, les membres des partis politiques supportent eux-mêmes leurs partis politiques? Ça, c'est une question. Et si le leader du parti politique, c'est lui seul qui a créé les partis, donne tout, l'argent, c'est lui seul qui finance le fonctionnement du parti, c'est lui seul qui a donné un siège au parti, c'est lui seul qui paye les cautions pour les candidats députés de son parti. À la fin des comptes, c'est lui le seul patron. Ne demandez pas à ces patrons-là, après avoir gagné quelques députés, d'envoyer d'autres personnes. En d'autres termes, il faudrait que l'on organise nos partis politiques comme vraiment des institutions qui savent respecter la démocratie. Ah oui. À ce moment, le chef est là parce qu'il faudrait qu'il y ait un chef dans une société, mais le parti n'est pas à lui. Ici, chez nous, malheureusement, les partis, c'est comme une boutique privée du chef du parti. Alors, quand il s'agit de désigner les membres qui doivent faire partie du gouvernement, il les fait seul, dans sa petite chambre, avec sans ses consulter enfants les autres. Et là, à votre insu, il met son nom, il met les noms de sa femme, et il met les noms de l'un de ses enfants, ça fait 3. Alors, il dit, Ilunga, Ilukamba, faites les choix entre les 3. De toute façon, si ce n'est pas moi, ça sera mon épouse. Si ce n'est pas mon épouse, ça sera mon fils. Ça reste dans notre famille. C'est là ce qui est dangereux. Professeur, nous parlons de la formation du gouvernement qui, d'ici près, avec tout espoir que nous allons espérer qu'on aura un gouvernement avant qu'on puisse terminer la session extraordinaire au Palais du Peuple. Professeur, nous allons parler du profil, à l'intérêt de ce gouvernement. Parlons d'abord du profil de ministre. Est-ce qu'aujourd'hui tout le monde est appelé à être ministre? Parce que beaucoup, aujourd'hui, tout homme politique congolais veut toujours se procurer un poste ministériel en oubliant qu'il y a une autre façon de servir son peuple. Donc, être ministre, c'est quoi? Souvent, tout commence par là. C'est quoi votre conception d'être ministre? Un ministre, c'est un serviteur. Ah oui. Alors, si vous prenez ça de cette façon-là, que vous êtes appelé à servir, vous êtes au service des gens, vous n'êtes pas venu vous enrichir, vous allez voir, il y aura moins de candidats ministres. Mais lorsque vous savez que être ministre signifie avoir les frais de fonctionnement, gérer les commissions qui se trouvent dans vos cabinets ministériels, avoir des policiers, avoir un véhicule de fonction, une maison de fonction, des facilités pour voyager, à ce moment-là, ce n'est plus les services. Donc, au départ, il faudrait que les Congolais comprennent ce que ça veut dire être ministre. Mais en même temps, est-ce que les Congolais lui-même n'encouragent pas la corruption, n'encouragent pas le mal? Lorsqu'on vous nomme ministre, pourquoi votre frère va se réjouir? C'est ça la question. C'est le temps d'être joyeux, de se procurer. Mais pourquoi? C'est une charge qu'on vous donne. Pourquoi votre frère, pourquoi votre épouse, pourquoi vos enfants vont organiser une grande fête parce qu'on vous a nommé ministre? C'est parce que justement, pour ces gens-là, ils disent, ah, c'est l'occasion pour nous de nous enrichir. D'en profiter. Voilà. Comme les autres. Et d'ailleurs, ce sont les membres de votre famille qui vont vous dire, Monsieur Félix, c'est les moments. Quand tu vas sortir du ministère, il ne faut pas être locataire. On te le dit déjà. En d'autres termes, c'est les Congolais lui-même qui encouragent ces mal-là. Ah oui. Donc, il faudrait que les ministres sachent qu'ils sont plutôt au service du peuple. Ça, c'est la première chose. Maintenant, les profils. C'est quoi les profils pour être ministre? Les profils d'un ministre ne peut pas sortir du néant. Ce n'est pas quelqu'un qui a trop étudié, qui a beaucoup de diplômes. Je parle pas d'abord des études. Les profils d'un ministre ne sortent pas du néant. Les profils d'un ministre sortent à partir du programme d'action, à partir des assignations que les chefs qui nomment les ministres donnent à ces ministres-là. Il dit, voici ma vision pour les ministères de la justice, par exemple. Je donne un exemple. Allons-y. Ministère de la justice.
le chef d'État vous dit, si je vous nomme ministre de la Justice, vous devez porter, la première loi que vous devez porter, c'est l'abolition de la peine de mort, par exemple. Et si vous me proposez ces ministères-là, mais moi, je suis contre l'abolition de la peine de mort, on fait quoi? Je vous dis, monsieur le chef de l'État, impossible. Impossible parce que moi, je suis contre l'abolition de la peine de mort. Si vous me nommez ministre, je ne pourrai pas porter cette loi. Parce que j'ai vu que dans votre programme, vous avez dit que vous allez abolir la peine de mort. Mais moi, je ne suis pas abolitionniste. Moi, je suis rétentionniste, par exemple. Vous voyez que je ne réponds pas à ces profils-là. Ah oui. Non pas parce que je n'ai pas beaucoup étudié, mais parce que la vision du chef de l'État par rapport à ces ministères-là n'est pas la mienne. N'est pas la mienne. Vous comprenez? Donc, au lieu de commencer à chercher des profils, dites-nous d'abord quelles sont les assignations. C'est-à-dire l'action du gouvernement. Voilà, accordées à chaque ministère. Et par rapport à ces actions-là, par rapport à ces assignations-là, vous dites, ça convient à tel monsieur. C'est parfois des horaires qui tombent sur... Mais chez nous, c'est quoi? Chez nous, c'est quoi? On vous prend d'abord. Et après, on vous nomme. Et puis on vous dit, voici ce que vous devez faire. Et lorsqu'on commence à vous présenter ce que vous devez faire, vous ne savez même pas faire ça. C'est qui n'est pas dans votre vision. C'est-à-dire le contraire de votre volonté. Les profils, ce n'est pas forcément être docteur en droit ou en économie. Ce n'est pas forcément être, je ne sais pas moi, spécialiste des questions des sciences politiques. Ce n'est pas forcément avoir des gros diplômes, 3, 4, 5 diplômes. Mais la question, qui peut, tout en étant là, réaliser mes objectifs, moi, chef de l'État? À ce moment-là, on construit un profil. Ouais. On construit un profil, on dit, voilà, ces profils convient à ce monsieur-là, à cette dame-là. Mais chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, il faut récompenser. C'est-à-dire, chez nous, il faut récompenser. Au premier plan, on commence avec le deuxième. Voilà. Il faut récompenser. Récompenser qui? Ceux qui ont l'habitude de chanter pour moi. Ceux qui font les Janelo. Il faut les récompenser. Alors, professeur, est-ce que tout le monde qui a su diriger avec les anciens temps qui devait encore revenir, parce que la population congolaise, aujourd'hui, qu'on écoute partout, dans des rues, dire que nous ne voulons pas que des anciennes têtes reviennent. Est-ce que allons-nous participer à un gouvernement 90% de nouvelles têtes, parce qu'une coalition FCC cache, dans l'enceinte du FCC, on trouve des têtes qui choquent, plusieurs, qui ont eu à travailler avec l'ancien président, Joseph Kabila. Est-ce que allons-nous croire à un nouveau gouvernement qui en aura 80% de personnes nouvelles? On parle même du rajeunissement de la classe politique. Je me demande comment les choses peuvent se passer par un décret ou par une ordonnance. Comment on peut rajeunir la classe politique? Je ne pense pas. Le renouvellement de la classe politique se passe de manière automatique lorsqu'on va aux élections. Mais lorsque le peuple a voté pour la même personne-là, qui avait détourné l'argent de l'État. Alors, à qui la faute? Parce qu'aujourd'hui... C'est la faute au peuple. Beaucoup on parle du rajeunissement de cette classe politique. Aujourd'hui, la jeunesse est tout à fait oubliée. Cette jeunesse qui n'arrive pas à se battre, cette jeunesse qui n'arrive pas à faire l'essentiel, toujours derrière le politicien, tenant leur mallette, chanter pour eux. Mais lorsqu'on parle de partage de postes, cette jeunesse est oubliée. Peut-être c'est une façon de les initier. Moi, je regarde Macron. Les initier en transportant de mallettes. Je regarde Macron. Macron est devenu président de la République à 39 ans, je crois. Ah oui. Et qui l'avait initié? Personne ne l'a initié pour être chef de l'État. On n'a pas dit qu'il faut un projet pour les jeunes en France. Mais on a vu ces jeunes-là se battre. Ces jeunes-là disent, voici ce que moi je vous propose. C'est qui est au moins contraire avec la jeunesse congolaise. Oh, les jeunes ici veulent quoi? Comme les femmes aussi. Ah oui. Les jeunes veulent dormir, chanter, et puis après dire, on a besoin d'un poste. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est comme les femmes. Ah oui. Mon cher ami, nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, tout se passe au niveau des partis politiques.
Ce sont les partis politiques qui sont appelés à conquérir le pouvoir. Et aussi, on parlerait de la méritocratie. Chacun doit mériter. Hein. Moi, j'ai créé mon parti. On ne doit pas faire plaisir à une personne. C'est pour conquérir le pouvoir. Maintenant, je vais me poser la question, je vais conquérir le pouvoir avec qui? C'est la question. Avec qui? Je dois avoir des têtes qui peuvent, demain, si je gagne le pouvoir, prendre tel ministère, tel ministère, tel ministère. Vous allez remarquer, par exemple, que l'UDPS, pendant 37 ans de lutte, n'est pas en mesure de nous dire qu'est-ce qu'il a comme cadre, banque de données des cadres pour occuper tous les postes. Parce que lorsque vous gagnez les élections présidentielles ou l'élection présidentielle, vous devez occuper tout l'espace politique. C'est-à-dire, au niveau de l'UDPS, on n'a pas eu à travailler là. En d'autres termes, ce sont les partis politiques qui doivent former. Former et savoir, je dirais, trier les bons éléments qui vont faire partie demain d'un gouvernement. Et si moi j'ai des membres de mon parti politique, ils se disent, ben, écoutez, vous allez devenir chef de l'État. Moi, je leur dis, les jours où je deviens chef d'État, voici celui qui sera Premier ministre. Mais il doit être dans mon parti. Il doit être préparé. Il doit être compétent. Mais lorsque, dans nos partis politiques, nous n'avons que des gens qu'on rassemble pour prendre la bière, après une manifestation on leur donne un peu d'argent, ils achètent de l'eau et parfois un peu de bruit. Le transport. Mais ce n'est pas ça un parti politique. Dans un parti politique, il faut avoir des gens qui pensent. Bon, maintenant, là, vous avez des postes. Qui vont occuper ces postes-là? Les jeunes disent qu'ils veulent avoir des postes. Mais ils doivent être des jeunes dans des partis politiques. Et même lorsque vous êtes dans des partis politiques, vous devez occuper des postes, des cadres. Alors que devait faire cette jeunesse congolaise pour mériter? Il faut demander aux jeunes Congolais de travailler. Les jeunes Congolais doivent d'abord travailler. Doivent avoir une idéologie. Nous n'avons pas d'idéologie dans nos partis politiques. On dit seulement que, mais écoutez, Mikolo, si tu veux avoir un poste, il faut aller là-bas. On va là-bas pour avoir un poste. Dans tel parti. Voilà. Mais on ne va pas là-bas parce qu'on est convaincu par les idées de ces leaders-là. On y va parce que... Parfois même ces leaders-là n'ont pas d'idées. Ah oui. Il n'en a pas. Il fait des bruits à la radio, à la télévision. Bon, comme c'est quelqu'un qui a une certaine popularité dans son petit coin, on dit, mais il est populaire, ça nous suffit. Et les gens qui sont derrière lui ne savent même pas pourquoi ils sont derrière lui. Ça, c'est lorsque vous allez en campagne, vous allez voir les gens, ils sont derrière vous, ils chantent pour vous, mais ils ne savent même pas pourquoi ils sont derrière vous. Pourquoi les jeunes sont trop utilisés au premier plan lorsqu'il y a des manifestations politiques? Lorsqu'il y a affaire au sein du parti, ces jeunes sont au niveau du premier plan, mais quand il y a des récompenses qui tombent, ils sont oubliés. Non, tout dépend de la manière dont les jeunes eux-mêmes se comportent dans les partis politiques. Tout dépend. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas de chercheurs. Pas être chercheur, mais les jeunes doivent venir aussi avec des arguments. Vous avez quoi comme argument dans votre parti politique? Qu'est-ce que vous proposez comme idée à votre chef de parti? On sait déjà que ce chef de parti, là, lui, il va proposer les membres de sa famille. Ah oui. Mais qu'est-ce que vous lui proposez comme idée? Lorsqu'il s'agit de rédiger, par exemple, les discours du parti, qui a rédigé les discours du parti? Lorsqu'il s'agit de rédiger les programmes du parti, il y a moins de partis politiques qui sont allés en campagne avec un programme. Il n'y en a pas. Professeur, revenons au niveau de... C'est pourquoi aujourd'hui, vous avez les pouvoirs, mais vous ne savez pas exercer... Professeur, s'il vous plaît, revenons au niveau des anciennes têtes et qui le peuple congolais ne voudrait pas aujourd'hui revoir à la tête. Est-ce que vous êtes aussi d'avis, ou bien Félix Tshisekedi devait s'entourer, parce qu'aujourd'hui, ne faisons pas semblant pour dire que est-ce que la FCC facilitera Félix Tshisekedi d'arriver au slogan au peuple d'abord, au moment où 18 ans et n'ont pas bien eu à faire bien les choses? Est-ce que nous devons participer avec les anciennes têtes encore dans ce gouvernement? Non, les problèmes, ce n'est pas au niveau des anciennes têtes. Ce que j'ai dit, ce n'est pas non plus au niveau des jeunes. Mais les jeunes, là, vous pouvez être jeune, mais avec un esprit d'un vieux. Ah oui. Déjà, vous êtes jeune, mais vous pensez déjà à la corruption. Vous êtes déjà fatigué, votre tête est fatiguée, ne conçoit plus rien. Vous pensez au détournement. Voilà.
Et il y a aussi des vieux là. En fait, ce ne sont pas des vieux. On est en train de dire que ces gens-là ont beaucoup détourné. On ne veut plus les voir. Mais il faut apporter des preuves qu'ils ont détourné. Or, tous ces gens qui détournent l'argent de l'État, on ne les inquiète pas. Le peuple les a fait même encore confiance. Hein. Les utilisant comme de députés Oui, pour Macho. on ne les inquiète pas. Mais, moi, j'ai dirigé pendant 2 ans, j'étais ministre. J'ai détourné beaucoup d'argent. Personne ne m'a inquiété. Mais maintenant, on veut me reconduire. Vous dites qu'on ne veut pas de ma tête parce que j'ai beaucoup volé. Comment vous savez que j'ai beaucoup volé? Parce que personne ne m'a inquiété. Alors que nous tous, nous voyons comment ces gens détournent. Ils sont en train de construire des maisons à Guidia, ça tout le monde voit. Ils ont acquis beaucoup de maisons à l'étranger, tout le monde voit. Professeur, là on ne parlait pas de la tête. Pour moi, je pense que on ne doit pas s'arrêter à dire qu'on ne prend pas les anciennes têtes. Parce que de toute façon, vous avez formé une coalition avec Kabila lui-même qui est une ancienne tête. Vous comprenez? Kabila n'est pas une nouvelle tête. Il est là, ça fait 18 ans. Il était là, ça fait 18 ans. Et il a lui aussi ses propres réflexes. Quand il sait que il faut s'occuper de la justice, il sait qui il doit prendre pour s'occuper de la justice. La justice. Donc, au lieu de dire que vous ne voulez pas des anciennes têtes-là, dites que vous ne voulez pas des Kabila. Parce que si, aujourd'hui, vous vous débarrassez des Kabila, tous ces gens qui sont derrière Kabila ne vont plus être là. Effectivement. Vous comprenez? Mais vous êtes avec Kabila et puis vous dites, nous ne voulons pas des anciennes têtes. Mais ils seront toujours là de toutes les façons, parce que Kabila va vous dire, écoutez, moi je veux des X à ces postes-là. Vous allez faire quoi? Vous n'allez rien faire. Ça veut dire qu'il faudrait que l'État congolais ou les gouvernants nous disent ce que nous devons faire de tous les corrompus. Qui a bu boira. On a eu certaines investigations avec le jeu Le Bambi qui était chargé à un conseil du président en matière de corruption. Beaucoup de noms ont été cités, mais... Et puis plus rien. Plus rien de poursuite. Plus rien. Mais alors... Ce n'est pas aussi, parlons que, de fois aussi la tête, quand elle est bonne, tout le reste de choses... La tête doit être bonne. La tête, c'est lorsque vous êtes chef d'État, vous devez dire aux gens que moi-même là, je ne suis pas corrompu et je ne serai pas corrompu pendant mon mandat. C'est ce qu'on a vu avec la lutte de Félix Tshisekedi, voilà. Lutte contre la corruption. Alors, partout où il passe. Non seulement je dois parler de la lutte contre la corruption, je dois poser des actes concrets pour lutter contre la corruption. Vous comprenez? Oui. Moi-même, je dois me faire violence pour ne pas être corrompu. Je dois me faire violence pour ne pas être entouré des corrompus dans mon entourage là. Et en même temps, je dois désigner des personnes. Il y en a beaucoup au Congo. Hein. Souvent, les gens ne le savent pas. Et d'ailleurs, le plus souvent, les gens de haute moralité ne sont pas dans ces choses-là. Pour ça, nous sommes presque à la fin de notre émission. Nous allons au moins aborder une petite parenthèse dans 3 minutes pour terminer notre magazine. Ce problème de l'AFDC allié, de Bahati Lukwebo. Est-ce que il est dans le droit d'obtenir le poste ministériel, au moment où il ne fait pas partir encore du FCC, de cette coalition cache FCC? Mais le problème de Bahati, c'est quoi? Bahati nous dit qu'il a beaucoup de députés, il a apporté beaucoup de députés à la coalition FCC. Et que par là, il a le droit de diriger ne fût-ce qu'une des institutions confiées au FCC. C'est-à-dire au moins 4 ministères. Non, il a d'abord attendu la primature, il ne l'a pas obtenu. Il voulait l'Assemblée nationale et les présidents, les bureaux de l'Assemblée, il n'a pas obtenu. Oui. Et après, il voulait les présidents du Sénat, il ne l'a pas obtenu. Bahati dit que lui, il a beaucoup apporté au FCC. Et pour cela, il lui faut des ministères. Mais après tout ce que nous avons vu, les problèmes, les contestations, je vais être candidat président du Sénat, et il a échoué finalement. La question, c'est de savoir quel est le vrai poids politique de Bahati. En d'autres termes, entre Bahati et Kabila, qui nous a dit la vérité? Moi, je pense que c'est Kabila qui nous a dit la vérité. Et d'ailleurs, cette vérité-là a été rendue publique par Bitakwira, qui a dit que les députés AFDC ont été nommés. Un peu comme pour dire que tous les députés ont été nommés par Kabila lui-même. Parce que pour Kabila, les députés AFDC, ce ne sont pas les députés des Bahati.
Ce sont ces députés. Ce sont ces députés. Les sénateurs AFD, ce ne sont pas les sénateurs de Bahati. Ce sont ces sénateurs. Donc Bahati ne peut pas dire à un moment donné, moi je quitte, je pars avec mes députés. Vous voyez, c'est moi j'ai dit, Kabila nous a dit la vérité. Il nous a dit que c'est moi seul qui vous ai donné ces députés-là. Par là, nous pouvons comprendre que Bahati est en train de faire un combat dans une trou vide. Hein. Moi, c'est-à-dire, il devait laisser, parce que il est allé même déposer une liste chez le Premier ministre pour réclamer le 4 Ça ne sera pas possible. Il aurait dû faire profil bas, admettre que les seuls leaders FCC, c'est Kabila, et attendre que Kabila lui propose X ou Y poste dans le gouvernement. Mais il ne peut pas aller déposer sa liste au Premier ministre. Mais c'est un Premier ministre du FCC. Il s'est dit qu'il est toujours dans la majorité. Hein. Mais la majorité, c'est quoi? C'est le FCC. Il n'est plus du FCC. Il n'est plus du FCC. Il a été radié du FCC. Comment il va se prévaloir de sa qualité de membre du FCC alors qu'il a déjà été radié? Il n'a pas non plus dit qu'il est du cash. Parce qu'il ne sait pas, il n'a pas adhéré au cash. C'est-à-dire, jusqu'aujourd'hui, il ne sait pas là où Pour moi, je considère que Bahati, s'il veut jouer franc jeu, il doit entrer dans l'opposition. Mais comme l'homme n'aime pas l'opposition, lui, il aime gérer. Lui-même, il a dit, moi, j'aime gérer, j'aime les pouvoirs. Il aura des difficultés. Dans ces cas, il n'a qu'à la queue entre les pattes retourner chez Kabila et dire que, bon, écoutez, j'avais exagéré avec mes prétentions. Maintenant, donnez-moi même un seul ministère, je voudrais gérer. Mais dire qu'il envoie une liste de 4 ministres à Ilunga, le Premier ministre, mais Ilunga ne va prendre en compte que l'accord signé par les coordonnateurs FCC et les coordonnateurs CASH. Et dans cet accord-là, il est dit que la liste sera envoyée par les coordonnateurs FCC. Malheureusement, il n'est pas coordonnateur du FCC. Une dernière question, le téléspectateur se pose trop. Est-ce que le député AFDC alliés qui sont restés dans le regroupement du FCC, est-ce qu'ils peuvent un jour perdre leur siège au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, au moment où ils ne font pas partie, ils ne font pas partager les mêmes idées avec Bahati Lukwebo? Il y a déjà un flou. Les députés qui ont refusé de se ranger derrière Bahati, on dit qu'ils sont toujours de l'AFDC et alliés. Ils n'ont pas quitté l'AFDC alliés. C'est-à-dire ce Bahati qui a quitté l'AFDC voilà. alliés. Mais le ministère de l'Intérieur a donné raison, même le président du CENSA a dit que... Non, la question, le président du CENSA, le CENSA ne gère plus les affaires, les conflits des partis politiques après les élections. Le ministère intérieur l'a confirmé que c'est un Bahati qui doit appartenir à l'AFDC alliés. Là n'est pas le problème. Moi, je ne sais pas comment il faut ranger ça. Il faut plutôt régler ces problèmes-là. Mais moi, ma question que je pose, comment un membre, un député AFDC et allié peut perdre son mandat alors que dans son acte d'engagement comme candidat, il avait pris l'engagement avec son propre parti politique et non avec les regroupements politiques. C'est ça aussi la question. Parce que dans les regroupements politiques, il y a des partis politiques. Les candidats du regroupement ont pris des engagements avec leur parti politique. Non pas avec les regroupements politiques. J'ai quitté les regroupements, mais je suis dans mon parti. Je n'ai pas perdu mon mandat à ce moment-là. Ça c'est tout un autre sujet qu'on va essayer de débattre avec le temps. Merci d'abord d'accepter notre invitation. Un dernier mot à tout ce peuple qui vous regarde en ce moment. Quel message de paix, quel message d'espoir que vous allez leur passer pour ce moment? Dans 30 secondes. Le Congo doit espérer, le peuple congolais doit espérer, mais pas espérer avec ce gouvernement. C'est un gouvernement qui va à la mangeoire. Il faut encore attendre. Peut-être que demain, nous aurons une autre lueur d'espoir. Mais je ne vois rien de bon avec ce gouvernement qui arrive. Vous voyez rien de bon avec ce gouvernement. Chers téléspectateurs, ça c'est le mot de fin du professeur José-Marie Tassoki. Je vous rappelle, il est professeur d'université de Kinshasa, avocat de son État. Merci, professeur, d'accepter notre invitation. Je vous remercie. Merci à tous ceux qui nous ont regardés partout en République démocratique du Congo. Vous êtes à Lubumbashi, vous regardez à même télévision. Merci d'accepter de prendre au moins 45 minutes.
je vous fixe un autre rendez-vous, c'est bien la semaine prochaine, sur la même télé, avec un nouveau numéro de Carte sur table. Merci et au prochain numéro. Au revoir.